Trait d'Union, le podcast de celles et ceux qui ont une histoire de vie à raconter, qu'ils l'aient déjà écrite, qu'ils aient envie de l'écrire ou qu'ils en rêvent secrètement. Trait d'Union fait le lien entre les histoires de vie parfois difficiles, le passé et un futur où ces histoires changent notre vie et celle des autres. Pour ce premier épisode, j'ai la joie d'accueillir Élodie Leduc-Lechel qui va nous parler de son parcours et de son combat contre la maladie qui a duré près de 10 ans. Elle va nous parler également du livre qu'elle a écrit et publié en octobre 2023 qui s'appelle « Choisis la vie ». Ce livre s'adresse, dit-elle, de fait avant tout aux patients, mais aussi aux aidants, aux familles et aux soignants. Chacun pourra s'y reconnaître, y trouver des enseignements, des réponses et certainement de l'espoir. Elle dit aussi qu'il faut du cran pour affronter la maladie, peut-être encore davantage, pour aborder ainsi après coup, sans phare et en détail, les symptômes, la prise en charge et les affres émotionnels qui sont souvent associés à tout ça. J'ai la joie d'accueillir Élodie aujourd'hui. Élodie, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Je m'appelle Élodie, j'ai 31 ans, j'habite à Marseille. Je suis secrétaire médicale dans les hôpitaux de Marseille et je suis aussi maintenant patient expert dans l'éducation thérapeutique, donc que j'exerce dans les hôpitaux de Marseille également Très et bien. diplômée là depuis peu. En tout cas, Élodie, donc merci, ce que je vous disais juste avant d'enregistrer, merci d'être donc cette première invitée pour ce podcast Trait d'Union. L'idée de ce podcast, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être vraiment de partager des expériences, des histoires de vie, des récits parfois difficiles, de transmettre, parce que je crois que vous avez à cœur aussi, Oui. on va revenir sur votre parcours, mais de transmettre, et je crois que vous êtes vraiment aussi, vous allez me dire et nous dire ce que c'est être patient expert tout à l'heure. Mhm. Donc il y a l'idée d'inspirer, de transmettre, d'enseigner, Oui. peut-être aussi, parce que je pense que plus un livre enseigne, hein, et je veux dire, je pense que nos histoires sont toutes, alors ça c'est ma croyance à moi, mais je pense que toutes nos histoires sont sacrées, et Mm. plus on va réussir à transmettre des choses, et puis à quelque part à les amener aussi à un autre niveau. Et je pense qu'on est justement aussi là pour apprendre les uns des autres. Donc voilà, j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu sur votre parcours avant le livre. Donc, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a motivé donc ensuite l'écriture et comment ça démarre? Alors, je suis donc maman Oui. aujourd'hui, mais lors de ma première grossesse, j'ai commencé à tomber malade. Donc j'ai eu quelques symptômes, hein, des symptômes qui peuvent paraître, banals, lors d'une grossesse. Pour moi, en tout cas, je le pensais. Des saignements, des douleurs au ventre, des trucs, voilà, que tout le monde se dit: «Bon, ben, c'est pas grave, c'est des symptômes liés à la grossesse» et puis j'ai laissé traîner ça, quelques mois. J'ai accouché et puis, là, j'ai commencé à me dire: «Bon, c'est peut-être pas normal que ça continue». Ça s'accentue en plus. J'en ai parlé autour de moi à une amie, ma maman et puis on a quand même dit: «Bon, c'est pas anodin, il faut peut-être que tu consultes». Donc ce que j'ai fait, lorsque mon fils avait, presque 6 mois et là, du coup, on m'a diagnostiqué, la rectocolite hémorragique, la RCH. La RCH. Et là, on est en quelle année, Élodie? On est en 2014, quand j'ai eu les premiers symptômes et quand j'ai accouché ensuite, j'ai été diagnostiquée en 2015. Juin 2015 ou juillet 2015. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là? Eh bien, sur le coup, j'ai pas eu, l'annonce a été faite tellement d'une façon, très bizarre et très, désinvolte que j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Mhm. Déjà, je ne connaissais pas cette maladie. Le médecin à l'époque m'a juste remis mon ordonnance pour un traitement, que je ne connaissais pas non plus et je me suis dit: «Bon, bah, ça va se régler avec le traitement». Je ne savais pas si ça allait durer, si ça se traitait, si ça se soignait. Non, j'ai pas pris ça, vraiment, de plein fouet, on va dire. Je suis sortie là avec plus de questions qu'autre chose, en fait.
Avec plus de questions, d'accord. Ouais. Et les réponses, comment elles ont commencé à arriver pour vous? Alors au départ, j'en ai pas eu tellement parce que, bon, je suis quelqu'un de bête et discipliné et j'ai commencé à prendre mon traitement sans poser de questions Ouais. et quand j'ai vu quand même qu'au bout de quelques semaines, il y a rien qui changeait, j'ai, essayé de joindre ce médecin, pardon, et j'avais pas de rappel, pas de réponse, j'arrivais pas à le joindre. Et là, quand même, j'ai commencé un peu à m'inquiéter. J'arrivais pas à avoir de réponse, tout simplement, hein, pour me dire, «Le traitement ne fonctionne pas, c'est pas normal» ou «Oui, c'est normal». Donc j'ai switché, en fait, j'ai changé de médecin, tout simplement. Et donc là, on m'a orientée vers un médecin, sur le lieu de travail où j'étais à l'époque et qui, elle, a pris le relais, m'a tout refait faire, est repartie de zéro et m'a expliqué vraiment ce qu'était la maladie. Donc là, combien de temps s'est passé entre la première consultation, le moment où vous sortez, vous avez des questions, plus de questions à la limite que de réponses, et ensuite, Oh, quelques mois, ça a pas été très long, hein. d'accord, ok. Ok, donc il y a cette deuxième rencontre avec un autre médecin. Oui, Oui. qui elle a pris en considération, vraiment l'état dans lequel j'étais, qui a répondu à mes questions et qui a commencé par le début, c'est-à-dire, m'expliquer, ce qu'était la maladie, pourquoi j'étais comme ça, les symptômes que j'avais et la stratégie thérapeutique en fait qu'on allait, appliquer à tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand du coup vous avez quelqu'un qui répond à des questions et qui vous parle stratégie, qui vous parle, qu'est-ce qui se passe j'imagine qu'effectivement vous avez un enfant qui a quelques mois en plus, soit qui a un an maintenant, un peu plus d'un an, et vous êtes en train de parcourir, de faire ce chemin quelque part, et de vous battre, hein, on va Mmh. dire le mot contre la maladie. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là? Alors là, je comprends que ça va être, long, un Mhm. peu compliqué si jamais je ne réponds pas au traitement, ce qui est le cas pour le premier en tout cas. Je comprends que, le chemin de la maladie, ça va pas être facile. Les symptômes en plus ne font que s'accentuer et que c'est pas une maladie, qu'on prend, comme ça, voilà, il faut vraiment, comprendre, apprendre à s'écouter, à écouter le corps et qu'il y a beaucoup de symptômes qui entrent en jeu et que tout est lié surtout. L'écoute du corps, Ouais. d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous écouter votre corps? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose que, voilà, que j'ai beaucoup appris à faire aussi. Et oui, l'écoute du corps, bien évidemment, est essentielle dans bien des cas. Pour vous, comment ça s'est manifesté et qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires, Mhm. donc ça je ne savais pas que c'était lié à la maladie en fait, hein. Donc là, j'ai commencé à comprendre que lorsque j'avais des douleurs articulaires, c'est que j'avais une crise, j'avais des douleurs. Hem, Pardon? Vous avez commencé à faire des liens. Oui, c'est Oui, ça, c'est d'accord. ça. Je ne savais pas en fait ce qu'était d'avoir une crise. En fait, cette maladie fonctionne par crise. Seulement moi, depuis que j'avais eu le premier symptôme, je ne savais pas que c'était des crises. C'était tout le temps. Pour moi, ça allait être comme ça tout le temps et en fait, on m'a expliqué que non, il y a des moments de répit, des moments, où la maladie est réveillée et que là, c'était des moments de crise. Donc quand il y a des douleurs, quand, j'ai, des selles, trop liquides, de la diarrhée, de l'hémorragie parce que c'est beaucoup hémorragique, là, c'était des périodes de crise et donc là, que mon corps était fatigué. Donc là, des prises de conscience aussi. Oui, Ok. oui, Par rapport à comment vous avez aussi à quelque part la main pour, même si on n'a pas la main pour gérer toute la maladie, comment à quelque part aussi l'écoute plus profonde du corps et les prises de conscience sont importantes. c'est ça et quand on est en crise, savoir que là, il faut s'arrêter, il faut se calmer, il faut se reposer. Voilà, j'ai pris conscience de ça. J'ai compris que quand j'avais ça, c'est que là, il fallait un peu stopper les choses. Et là, quand vous me dites j'ai compris, c'est vraiment c'est des choses qui viennent de l'extérieur, ou c'est vous, des prises de conscience personnelles en lisant, en prenant vraiment conscience de ce qu'est cette maladie? Ou est-ce que à l'extérieur, donc je parle plus du monde médical ou des gens que vous pouvez côtoyer, est-ce que à quelque part on parle de ces liens entre le corps, entre la maladie et entre l'écoute plus Mmh. profonde? Moi, c'est vraiment le médecin qui C'est le m'a médecin. expliqué,
qui m'a dit, «Voilà, quand il se passe ça, c'est que vous êtes en crise. Là, il faut se reposer, il faut vous écouter. Faut pas y aller davantage» et voilà. C'est vraiment elle qui m'a, heu, un peu disciplinée, on va dire, sur ce terrain-là. OK. Donc à quelque part un chouette soutien, Oui, oui, quelqu'un qui finalement, bah, vous éclaire sur le chemin. très, très, OK. énormément. Très pédagogue et très, vraiment tout en étant professionnelle dans son rôle de médecin, mais m'a vraiment, dans le côté personnel, m'a expliqué qu'il fallait vraiment que des fois, voilà, je sache m'écouter et que là, il faut que je m'arrête, il faut que je me calme, il faut que je me repose, il faut que j'écoute et il faut pas que je continue, quand je suis dans cet état-là. OK. Quand vous me dites également: «Faut que je me calme, faut que je m'écoute», est-ce qu'on vous donne des outils ou est-ce qu'on vous aiguille, vers des gens qui peuvent aussi vous accompagner ou pas forcément? Alors, déjà, ça a commencé par se reposer au niveau, travail. Mmh. Bon, ce que j'ai pas fait forcément, puisque à plusieurs reprises, elle a dû me reprendre, de voler, mais ça, au niveau de la maison, des enfants. Hem, Ensuite, au niveau, aide extérieure, j'ai, eu droit à un appareil, pour les articulations, en fait, D'accord, lorsque j'avais trop mal. J'avais un prêt d'appareil, ça marche un peu, c'est des patchs, en fait. Ça marche un peu comme, de l'électricité qu'on envoie dans les zones, où on a mal. d'accord, Voilà, ensuite j'aurais eu droit à d'autres choses, mais c'est vrai que j'ai pas été plus loin en fait, j'ai pas d'accord. cherché plus. OK. Donc là, comment ça continue à s'enchaîner? Donc parce qu'on là, on est en quelle année? Donc démarrage 2014. Comment ça continue? Eh bien donc on démarre un deuxième traitement, Oui, puisque le premier ne fonctionnait pas. Donc bah, pareil, hein, tous les traitements de toute façon ont commencé, au départ fonctionnent un petit peu oui, et au bout de quelques semaines en fait, mon corps, ben, se défend contre. En fait, voilà le traitement, ne fonctionne plus. Les symptômes reviennent. Je d'accord, m'habitue, tout simplement. Donc là, on va enchaîner, beaucoup de traitements, plein de stratégies différentes, alors avec des termes que je ne comprends pas forcément, mais elle prend bien le soin, elle et son infirmière, de m'expliquer à chaque fois, hein, j'ai, tout bien compris. J'ai eu un traitement en fait ensuite, par piqûre que je faisais, moi-même à la maison. Voilà, donc la première re je l'ai faite à l'hôpital avec l'infirmière qui m'a montré comment on faisait et ensuite, j'allais chercher mes piqûres en pharmacie. Où je prenais bien le soin de la commander bien à l'avance puisque ça coûte très cher et que les pharmacies n'en ont pas et que je trimballais dans ma glacière et il fallait donc que je me pique, dans le ventre, ou dans les cuisses, à un endroit bien précis du coup et à l'heure bien précise. et donc ça a duré combien de temps? Alors ça a pas duré très longtemps, hein, je crois que j'en ai fait, peut-être moins que 5 il me semble, hein, ça a pas duré longtemps. Quelque chose de pas forcément très facile à mettre en œuvre au quotidien quand on travaille, quand on est, maman, et cetera. C'est ça et puis ça a pas fonctionné donc rapidement on est passé à autre chose. D'accord, OK, et donc là, comment ça continue à s'enchaîner à un moment donné jusqu'à l'envie de partager ensuite? Ça va être la deuxième Ouais. partie. Mmh. Ensuite, on est passé à un autre traitement Ouais. qui, lui, se passait en hôpital de jour. Mmh. Donc j'allais, bah, faire mes injections en hôpital de jour tous les après-midi, une fois par mois. Hem, voilà, une après-midi, on essaye un traitement qui fonctionne quelque temps, quelques semaines et puis, les symptômes reviennent. Donc on change de molécule, on en essaye un autre, enfin tout un tas de je saurais même plus vous dire combien on en a essayé parce que je sais plus moi-même. Donc j'allais, je faisais mon injection, je restais, pendant quelques heures en surveillance ensuite. Ensuite, je rentrais chez moi hyper fatiguée, nauséeuse, voilà, en attendant que les symptômes, enfin, ça s'apaise, que le traitement prenne le dessus et puis ça va être ça pendant, plusieurs années, en fait, Pendant plusieurs années, c'est ça? Ouais. ouais, c'est ça. Jusqu'à que, en 2017, alors 31 décembre 2016. Mmh. Je m'aperçois que, je n'ai plus mes règles, alors que j'ai un stérilet au cuivre et que là, je fasse un test de grossesse qui s'avère positif. D'accord. Alors là, ça a été la grosse panique, tout m'est tombé dessus. Je savais plus comment gérer, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Mon médecin était en congé,
Donc je me suis rendue simplement aux urgences Mmh. gynécologiques, qui ont vérifié que j'étais bien enceinte. En effet, j'étais bien enceinte, donc de 3 semaines environ. Voilà, donc c'était pas un œuf clair, c'était bien un bébé. J'avais du coup toujours le stérilet qu'ils m'ont retiré, malheureusement, ils m'ont dit: «On peut, vous pouvez perdre le bébé en même temps», ce qui n'a pas été le cas. Et puis là, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le garde pas? Sachant qu'on voulait tout de même un deuxième enfant, mais que c'était pas du tout le moment. Au niveau des traitements, c'était pas du tout indiqué. Et puis là, on a retiré le stérilet et j'ai passé, la journée à surveiller, si je saignais pas et en fait, bah, c'est venu naturellement à nous, à mon mari et moi, qu'on voulait garder ce bébé en fait. S'il était là, c'était pour une raison bien précise il était hors de question que je renonce à ça. Donc là, à ce moment-là, vous êtes hyper soutenue, vous avez votre mari avec vous et Oui. vraiment vous parlez de ce qui est en train de se passer. OK. C'est ça. Ben, les proches au départ, quand on leur a dit, bah, ma maman qui a été prévenue, tout de suite, le matin quand j'ai fait le test, hein. Alors j'en avais parlé quelques jours avant en disant: «Tiens, c'est bizarre, je suis hyper fatiguée, plus que d'habitude. Je me suis endormie sur mon clavier, au travail et hem et j'ai un retard de règles et par contre les symptômes, les douleurs enfin ont disparu. C'est bizarre. Alors le traitement je venais d'essayer un nouveau traitement, le traitement doit bien fonctionner du coup parce que j'ai plus de douleur, j'ai des hémorragies, mais plus de douleur avec. Donc c'était bizarre et je me disais quand même: Il y a quelque chose de pas normal». Et elle m'avait dit: «Si jamais tu es enceinte, il faudra que tu avortes parce que c'est pas possible en ton état» et moi j'avais dit bien sûr que non, je n'avorterai pas et donc là, beh, quand je lui annonce ça le matin même, elle me dit: «Ben, c'est à toi de voir, hein, là» et puis notre décision de toute façon était prise Treize. D'accord. donc on l'a gardé. Donc une nouvelle là, on rentre dans une autre phase et une nouvelle Oui, étape. Qu'est-ce qui oui. se passe à ce moment-là? Mmh. Donc là, j'envoie un message à mon médecin, à ma gastro-entérologue qui, me dit: «On se voit à la rentrée, on prend rendez-vous, on se voit à la rentrée». Donc ben, moi, jusque-là, tout allait bien, j'avais pas de saignement, mon bébé était là, et à la rentrée, donc je vais la voir et donc là, elle me dit: «Il y a 2 possibilités. C'est soit, la maladie, du coup, s'endort, là, pendant quelques mois, le temps de la grossesse et c'est tant mieux. Soit, ben, elle monte en flèche et ça va être pire». Voilà, donc là, ma la décision m'appartient de toute façon. Dans tous les cas, si jamais je garde le bébé, il faut que j'arrête tout traitement. Je ne peux rien prendre, avec et voilà, elle me donne le choix. Elle Comment avait un vous petit peu peur, mais Ouais. Comment vous êtes à ce moment-là devant ce choix? j'ai pas eu d'hésitation. Moi, je lui ai dit: «Notre décision est prise». De toute façon, les symptômes, se sont endormis. On dirait que ça a l'air d'aller mieux. Donc finalement, je pensais que c'était le traitement, mais finalement, peut-être que c'est les hormones de la grossesse. Donc on a décidé de le garder. On en voulait un deuxième, donc on va faire ce qu'il faut. Voilà, elle était là de toute façon, hein. Elle m'a dit: «Je suis là, s'il y a quoi que ce soit, vous revenez me voir». Elle a décidé de me suivre, hein, de toute façon, elle avait pas le choix. Là, on est en 2018, 2017, 2017. Donc 2017. la grossesse, suit son cours. C'est ça, tout se passe bien, la gynéco me suit aussi, tout va bien. Alors je mange, comme je veux, de tout à n'importe quelle heure, chose que je ne pouvais pas faire avant en étant malade. Donc là, je suis enceinte, j'ai un nouveau bébé, je profite de mon premier qui est là aussi, je mange, voilà, enfin, tout va hyper bien. Tout se Mmh, passe hyper bien. toute la grossesse, Ouais, 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 toute la grossesse vraiment, sur un petit nuage, jusqu'à l'accouchement. jusqu'à l'accouchement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ouais. Donc j'accouche, et là, bah, quelques semaines après, rapidement, puisque j'ai accouché fin août et je crois mi-septembre, les symptômes reviennent, Mmh. Donc très petit à rapidement, petit. très, Oui, très rapidement. rapidement. Oui, quelques semaines après, enfin, 2-3 semaines après, quoi, à peu près, je recommence à avoir des symptômes, petit à petit, qui se réveillent. Donc là, j'ai pas attendu de suite, je l'ai contactée. Elle m'a revue et on a remis le traitement, que j'avais lorsque je suis tombée enceinte, en fait, en place. Sauf que le risque était bien sûr que, bah, il ne fonctionne plus, vu que j'avais eu une dose de charge que j'avais déjà testé, il était probable qu'il ne fonctionne pas. Donc en effet, on reprend les cures et bon, bah
c'était pas très ça, quoi. C'est pas très fructueux. Et donc là encore, vous rentrez dans une autre, Ouais, ouais, donc on teste, traitement, beaucoup de corticoïdes, mmh. beaucoup de doses de cortisone. Alors les cortisones, faut dire que bon, déjà c'est pas bon pour la santé, donc j'avais des effets secondaires aussi. Mais bon, ça me permettait un peu de me calmer, de me limiter un petit peu. Après, ça pouvait pas rester, sur le long terme comme ça, donc voilà, donc rapidement, en fait, on s'est dit: «C'est plus possible, de toute façon, il faut prendre une autre décision, on peut pas rester comme ça». La cortisone, c'est pas une solution, définitive, hein. Oui. À quel moment vous vous dites: «Je peux pas rester comme ça» et quel âge a votre deuxième à ce moment-là? Quand vous prenez Alors j'ai accouché en août 2017, hem et je me suis fait opérer en septembre 2018, d'accord, donc ouais. très rapidement. Ouais, d'accord, OK. Donc on passe sur, l'opération. Oui. Voilà, là je vais la voir un jour et elle me dit: «Bon, ben, là, j'ai concrètement plus rien à vous proposer, en fait, on a tout essayé». À part un essai, thérapeutique donc qui est en cours d'essai et qui n'est pas encore, en plus en France, sur cette maladie, il avait pas encore été trop testé, donc on ne sait pas trop ce que ça donne et c'était une greffe, fécale, le microbiote en fait on appelle ça, Ouais. qui est censé, en fait on est censé, me greffer un morceau de microbiote de quelqu'un de sain et c'est censé, donc faire, revenir le microbiote, sain quoi, hein. Donc elle me dit: «On peut essayer, de toute façon, on n'a plus que ça». Elle me parle pas tout de suite de l'opération, en fait, on en avait parlé, les premières fois quand on s'était rencontrés, mais elle me dit: «C'était pas du tout encore le cas, pas indiqué, et puis de toute façon, comme il y a des risques d'infertilité après, c'est pas du tout indiqué Pas le dans». sujet, ouais, au début. Voilà, c'est ça. Donc là, elle m'en parle pas, elle me parle de cette greffe-là à essayer. Bon, alors, sur le coup, j'étais complètement abasourdie. Bah, le ciel me tombait sur la tête, je savais concrètement plus rien à faire, en fait, je me disais: «Là, j'ai on me donne plus de solution». Donc sur le coup, j'ai dit: «OK, bah, OK, on va essayer ça, on verra bien ce que ça donne». Et puis, je me rappelle être descendue donc, parce qu'elle était à quelques étages au-dessus de mon bureau et dans l'escalier, en redescendant, là, je me suis écroulée, je suis tombée en larmes. Mmh. J'ai appelé mes proches et là, j'ai dit: Je sais plus comment faire, en fait, on n'a plus qu'un essai à me proposer, on sait Qu'est-ce pas que ce que ça va donner». je fais? Ouais, Voilà, j'ai dit: «Oui, mais je sais pas et je crois que j'ai en fait, j'ai même pas envie». Donc je suis rentrée à mon bureau et j'ai réfléchi toute l'après-midi un peu comme si j'étais dans un monde à part mmh, et et j'ai réfléchi, je me suis dit: «J'en ai marre en fait que mon corps, ben, essaie des choses, qui ne marchent pas». Parce que mon corps malgré tout, il quand même, il souffre avec les traitements, hein, même eux, ils ont des effets secondaires donc j'en ai marre, d'essayer des trucs qui ne fonctionnent pas. Je suis Faut que ça s'arrête et là, j'ai pensé à l'opération. Et donc le soir même, quand je suis rentrée, j'en ai parlé à mon mari. Lui a de suite, a accepté ma décision. Il m'a dit: C'est toi qui vois, si tu veux le faire, je te suis». C'était ma décision, donc le lendemain, j'ai repris contact avec elle et je lui ai dit: «Il «Faut qu'on se voit tout de suite, j'ai une décision, à vous partager». Donc je suis allée la voir et je lui ai dit: «Ben, je veux qu'on arrête, je veux plus faire la greffe et je veux qu'on passe à l'opération». Voilà et là, elle m'a dit tout de suite: «D'accord». d'accord. De toute façon, je pense qu'elle, alors et j'ai appris par la suite en plus qu'elle ne me l'a pas proposé parce que, les gens à qui les patients à qui on propose l'opération, déjà sont réticents, mais ne l'acceptent pas entièrement en fait. Le processus de l'opération, ils ont du mal et elle me dit que, quand le patient lui-même propose l'opération, ils le vivent mieux et Bah c'est oui, pour ça elle qu'elle l'a pas voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'elle l'a pas proposé, de suite. vous l'a pas proposé, d'accord, OK. Voilà, donc Donc là, elle m'a dit, pour que vous soyez prête à effectivement rentrer dans, voilà, dans cette nouvelle phase, pour la guérison, c'est voilà, ça a changé les choses, quoi. c'est ça et puis j'avais un peu une épée de Damoclès sur la tête, c'est que elle m'avait prévenue, ben, lors de notre 1re rencontre, qu'une maladie mal soignée et qui dure trop longtemps risquait, de déclencher un cancer du côlon.
Donc voilà, sans arrêt, moi je pensais plus à ça qu'autre chose, en me disant: «Un jour, on va me faire, une coloscopie, je vais me retrouver avec un cancer en fait, faut vite arrêter l'hémorragie quoi». Donc elle m'a suivie, elle m'a dit: «D'accord», elle m'a donné, donc les 2 coordonnées des chirurgiens qui pratiquaient cette opération. Elle m'a expliqué comment ça allait se passer et elle m'a bien demandé, si j'étais consciente, des risques, notamment du fait qu'après cela, je ne pourrais peut-être plus avoir d'enfant, mais qu'il arrivait quand même que bien sûr, ça marche, Mmh. mais qu'il y avait quand même un risque. Elle a dit: «J'avais mes 2 enfants, je ne comptais pas en avoir le 3e et puis quand bien même j'aurais plus pu, j'avais quand même déjà 2 enfants». Mmh. Voilà, Donc là, on est en quelle année? en 2018. 2018. On est OK. en juin 2018 exactement. OK. Juin 2018 et là, donc elle m'explique tout ça et elle me dit: «Maintenant on va arrêter, je vais vous arrêter là maintenant de travail, arrêt maladie jusqu'à l'opération». Donc je suis sortie de là, arrêtée. Directement elle a contacté de toute façon, le chirurgien que j'avais choisi, à la consultation. J'ai pris rendez-vous, il m'a vue très rapidement, je crois en juillet. D'accord. Il m'a rencontrée, il m'a expliqué donc, avec des schémas très simples, comment ça allait se passer, ce que j'allais avoir. Voilà, tout le processus en fait puisque c'est plusieurs opérations. Ça n'en est pas qu'une, ça se fait en plusieurs étapes. C'est ça. Donc à la base, était prévu 3 opérations. Donc voilà et il m'a donné, donc la date, de l'intervention qui était, mi-septembre. D'accord. Donc Donc juillet, c'est août, allé très vite, donc 2 mois et demi quoi. Ouais, c'est allé très vite. ouais, OK. J'ai eu l'été, pour un peu, me reposer, prendre conscience de ça, me sevrer des corticoïdes aussi parce qu'il fallait que je sois sevrée et puis en 2 mois, c'était là, quoi. Dans quel état émotionnel vous êtes à ce moment-là? Alors Ouais, j'ai hâte, d'avoir, de peut-être potentiellement avoir une nouvelle vie. mmh, Alors, quand on dit opération, là, c'était stomie, je pense ouais, beaucoup à la stomie. Alors moi, c'est pas un truc qui me faisait peur. J'ai honnêtement, j'ai même plutôt, rigolé, fait de l'humour sur ça, jusqu'à l'entrée d'un hôpital donc c'est pas un truc, qui me faisait peur, pour moi, c'était rien comparé à tout ce que je venais de vivre et ce qui pouvait m'attendre derrière, c'était rien. Donc non, j'avais hâte. il y a je crois que la stomie, on en a parlé un tout petit peu, également déjà par message. Mmh, C'était vous aviez la volonté aussi justement de changer l'image qu'on peut avoir effectivement de si vous voulez en parler un petit peu? oui, je vais en parler, je vais y venir et donc voilà, j'avais hâte. On est partis, avec ma famille donc tous les 4 en vacances. Hem Et là, ça a été un peu, c'était en août, il me semble, et ça a été un peu chaotique parce que à la fois j'avais hâte, mais à la fois j'avais peur. Je pense que c'est humain d'avoir peur et de se dire, Bien sûr. on se pose des questions que tout le monde peut se poser, hein. Est-ce que je vais me réveiller de l'opération? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai 2 enfants derrière? Enfin voilà, plein de choses donc ça a été un peu il y a eu des moments bien, il y a eu des moments où vraiment, je savais plus. Voilà. Mmh. Et voilà, on est rentrés et puis rapidement, c'est venu. Le jour même, de l'opération, je me rappelle enfin de l'entrée à l'hôpital, je me rappelle donc avoir laissé, mes enfants à mes proches. Mon mari m'a accompagnée, en chambre. Donc je suis rentrée dans cette chambre en me disant: «Bon ben voilà, c'est là que va commencer ma nouvelle vie». Je me suis effondrée, hein, j'ai pleuré parce que je savais pas trop où j'allais et puis c'était un mélange de tout, Bien. de positif, de négatif, un peu de tout et après je me suis laissée porter. Beaucoup d'émotions probablement contradictoires aussi qui est quelque Oui, part, c'est heu, ça. C'est ça. Et puis et après je avoir en même temps de la peur, des doutes, et cetera. c'est ça et je me rappelle, c'était un infirmier, un homme, qui m'a accompagnée, qui m'a dit: «Ça va bien se passer». Enfin, c'est très humain, très, et beaucoup de soutien, et puis voilà, j'ai été entre de bonnes mains en tout cas, je me sentais pas seule ou quoi que ce soit et voilà, le soir même, mon mari, il m'a laissée, il y avait plus que la nuit à attendre. Voilà.
Le lendemain matin, donc mon mari et ma maman, sont venus très tôt pour me voir avant mon départ. J'avais peur. J'étais, heu, j'étais vraiment pas bien et bon, je voulais pas leur montrer parce que voilà, hein, je pars au bloc, c'est pas le moment de leur montrer que donc je suis partie souriante en me moquant de moi-même, hein. J'ai dit: «Bon, ben, je reviens tout à l'heure les mains dans les poches», ce qui est, de l'humour, noir, hein, mais c'était ma façon à moi, en fait, de me dire que tout allait aller bien, quoi, que j'allais bien. Ouais, les mains dans les poches, ouais, pas mal. C'est ça et parce que j'allais, revenir surtout avec 2 stomies, hein. Au départ, c'était 2 stomies en plus donc c'était voilà, un petit jeu de mots, rigolo et donc je suis partie au bloc comme ça et bon, sur le chemin du bloc, avec les brancardiers, bien sûr, là, j'ai éclaté en sanglots, hein. J'avais qu'une hâte, c'était de me réveiller, me dire: «Je suis toujours là». Tout va bien, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le chirurgien m'avait prévenu que, il allait essayer de faire, de l'opération par cœlioscopie, c'est-à-dire, faire une multitude de petits trous pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire, retirer, une grande partie de mon côlon, sans pour autant faire une grosse ouverture. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais demandé. J'avais demandé d'essayer de pas trop me massacrer, si je peux employer le terme cru, voilà, donc il m'avait promis d'essayer de faire, son possible. Donc je suis partie en espérant surtout ça. Et donc là, vous êtes partis sur, 1 année de stomie, c'est ça? À peu près? Alors au départ, ça devait pas être autant, Ouais, et au final, ça a été pratiquement 1 an, ouais, non, un petit ouais. mois, ouais, parce que j'ai eu, des complications. Donc là, bah, je me suis réveillée, quelques heures après, heu, douloureuse, très douloureuse. Je me rappelle, avoir, gémi beaucoup en salle de réveil, où les infirmières de suite sont venues me rassurer en m'appelant par mon prénom. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a marquée. Parce que je ne les connaissais pas, j'avais les yeux fermés, mais je disais que j'avais mal, hein, et l'infirmière est venue en me parlant comme si on se connaissait, en fait, hein. C'est un truc, super, Qu'est-ce qui se passe beh, à ce moment-là quand effectivement on vient et on vous appelle par votre prénom? ça fait du bien. C'est bizarre, c'est rien, C'est rien, mais on se dit, en fait, on n'est pas qu'un numéro. un numéro, ouais, ouais. Ouais, on connaît mon prénom, on sait qui je suis, ce que j'ai fait, là, ce qu'il faut faire, on prend soin de moi, en fait. C'est pas une parmi tant d'autres, voilà, donc ça m'a vraiment Il y a de l'humanité. mais bien sûr, énormément, Ouais, énormément et ça, je le dis énormément et je les remercie, à chaque fois que je le peux. Parce que ça joue un rôle énorme bien sûr. dans le parcours. Si je peux faire juste une petite aparté, Peter Levine, qui est un des spécialistes américains du trauma, explique bien que, bah, la première des choses, même quand il y a un accident, par exemple, de la route et qu'on est témoin d'un accident de la route, ce qui est super important et ce qui va faire toute la différence qui peut faire toute la différence entre le fait qu'il y ait du stress post-traumatique ou pas, c'est de pouvoir parler à la personne et surtout de la toucher. Juste un geste de tendresse pour que, enfin de tendresse ou quelque part d'humanité, quoi. On est, voilà, je suis avec toi, des mots de réconfort et un geste, juste, ça peut vraiment complètement changer les choses pour la suite. Complètement, On parle complètement ce que vous dites. c'est ça et Ok, donc voilà, je suis sortie de cette salle de réveil, où alors où j'arrivais pas forcément à ouvrir les yeux, mais c'est vrai que mon 1er réflexe a été de demander à parce que j'entendais autour de moi qu'il y avait, j'étais en soins intensifs, hein, il y avait ma mère, je me rappelle de ma mère. Où je la voyais pas, hein, mais je lui parlais en lui disant: «Est-ce qu'il y est arrivé? Est-ce qu'il m'a ouvert ou pas?» Alors elle ne savait pas trop quoi me dire, elle osait pas trop soulever le drap pour regarder donc mais ça a été ma première question: «Est-ce qu'il y est arrivé? Comment je suis?» ouais. Mm. J'ai pas eu de réponse, hein, pendant, jusqu'au lendemain, en fait. Jusqu'au Ok. lendemain, j'ai pas donc après, bah, la journée, ça a été un peu réveil, un peu, je m'endors donc je l'ai pas vraiment vu passer. Il y a du monde qui est passé me voir, mon mari, tout ça, mais moi j'avoue que j'ai pas de souvenir de ça Ok. Mm. et puis je me suis réveillée dans la nuit, en fait. Dans la nuit où, là, bizarrement, j'étais, bien réveillée, j'avais plus envie de m'endormir, donc je me suis mis la télé et et puis, beh, je savais pas, j'osais pas soulever le drap, regarder, je j'osais pas bouger et j'avais le corps, on aurait dit que c'était, un tas de briques. Très lourd, très, très lourd. Ouais. Hem, j'ai
pas forcément douloureuse, mais je sentais qu'il y avait plein de machines, plein de tuyaux, donc j'osais pas bouger. Je me suis dit: «Bon». Donc j'ai attendu, j'ai passé, je crois, 2 3 jours. J'imagine quand vous ressentez ça et cetera, bah, il y a quand même, des peurs qui arrivent à ce moment-là et de l'angoisse. Alors, en soins intensifs, pas tellement. Mmh. Je pensais pas trop à ça. En plus, les infirmières qui venaient me voir, me faire les soins, le lendemain, quand elles sont venues d'ailleurs, bon, elles m'ont dit que j'avais, eu donc une célioscopie, donc pas forcément pas de grande, ouverture. Mmh. Donc déjà, j'étais rassurée. Mais elles m'ont pas, alertée, enfin, elles m'ont pas dit quoi que ce soit. Moi, je sentais tout ça, mais je me suis pas plus inquiétée que ça. Elles me faisaient la toilette, tout ça, et rapidement, 2 jours après, elles ont commencé à vouloir me lever. Alors là, quand il a fallu me lever, ça a été, incroyable. J'ai pris conscience de mon corps là. Je me suis dit: «Waouh, c'est un poids, j'arrive je ma tête veut me lever, mais mon corps, il n'y arrive pas quoi». C'était hyper dur. Donc voilà, la première fois, ça a été je me suis mise sur le fauteuil. Elles m'ont mis sur le fauteuil quelques heures et après elles m'ont remis dans le lit, mais c'était, on aurait dit que je portais un poids, quoi. Et donc je suis restée, 3 jours, je crois, en soins intensifs, et c'est ensuite quand elles m'ont remontée en chambre que là, on m'a enlevé quelques tuyaux et cetera, que j'ai recommencé à être mobile, en fait, à pouvoir me lever toute seule et tout ça, que là, j'ai vu. J'ai vu, ce qu'était mon corps à ce moment-là, tous les tuyaux, les 2 stomies. Plein de choses. Là, j'ai pris conscience, et alors la journée a été, j'ai pas trop montré à mes proches qui sont venus me voir, j'étais gênée. Mmh. J'ai pas montré, j'ai pas forcément dit. Qu'est-ce Mais que le vous s qu'est-ce que vous auriez pu, voulu ou pu montrer que vous n'avez pas montré? Que vous arrivez à mettre, J'avais pas envie de leur dire en fait ouais, que, alors sur le coup, je peux pas dire que je regrettais parce que, c'était peut-être la solution à tout ça, mais je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai fait quoi? Dans quel état je suis? Qu'est-ce que j'ai fait?» à Alors ce je l'ai pas dit. à ce moment-là, c'est ce qui vous habite? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Qu'est-ce que je vais devenir là? Comment je vais rester, en fait? Et donc j'ai gardé ça. Alors, la journée, voilà, j'étais gênée, j'étais pas bien, mais bon, j'avais de quoi l'être, donc on me posait pas forcément de questions, hein. Mais, et puis le soir, par contre, quand je me suis retrouvée seule là, ça a été, une énorme crise d'angoisse. Énorme crise d'angoisse. J'étais en chambre seule, hein, parce que j'avais demandé, ouais. et là, je savais plus, je n'arrivais plus à réfléchir, en fait. Je savais plus comment réfléchir, ni quoi dire, ni quoi penser. Espèce de blackout, quoi. Complètement. Et je me rappelle, en plus que à un moment donné, j'étais au téléphone avec mon mari qui était avec, ma famille, et j'ai raccroché parce que j'arrivais plus à parler, je voulais plus parler. Je sentais qu'il fallait plus que je parle là, et j'ai raccroché, je ne décrochais plus. Ouais, quelque chose qui bascule à ce moment-là. Ouais, complètement. Et donc je suis restée là, bon, je pleurais, et puis, jusqu'à, qu'il y ait un infirmier de nuit, qui passe faire son tour en début de soirée, voir si tous les patients vont bien. Et là, il a vu que alors quand il est rentré, j'ai, fait mine d'essuyer mes larmes et que ça allait, hein, et je sais pas, il s'est passé quelque chose avec, cet infirmier-là. Il a compris, que vraiment ça n'allait pas, et il est rentré dans la chambre et il s'est assis, et là, il m'a dit concrètement: «Je vois que ça va pas. Qu'est-ce qui se passe?» D'accord. Donc là Voilà. aussi, à nouveau quelqu'un qui prend le temps. Alors cet infirmier-là, en plus, il prend beaucoup, beaucoup de place dans l'histoire parce que j'en ai consacré un beau paragraphe dans mon livre, parce que c'est quelqu'un qui a joué un rôle énorme pour moi. Alors ça a pas été, ça a pas duré longtemps. Je l'ai vu après, quelquefois quand j'y suis retournée, mais cette nuit-là, je dirais presque qu'il m'a sauvée, Ouais, c'était la bonne personne au bon moment. Ça, c'est ces rencontres complètement, parfois mystérieuses qui font qu'à un moment donné, même quand on est au fond du trou, paf, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui est là, quelqu'un qui est là et qui nous permet de, voilà, faire ce pas complémentaire, quoi. complètement. Et en plus, on se connaissait pas, il venait d'arriver, je venais d'arriver, et c'était un homme en plus, donc c'est délicat. Encore plus qu'une femme qui peut comprendre, l'intimité, tout ce que ça engendre pour une femme, en fait, c'était un homme.
Donc ça pouvait être gênant en plus de parler de choses avec lui, et tout de suite il m'a mis à l'aise en me disant, «Qu'est-ce qui vous tracasse?» tout ça, donc j'ai fini par lui dire: «Bah, l'intimité aussi, ça en fait partie». Et là, il s'est mis à la place complètement de mon mari, comme s'il était mon mari, et il m'a expliqué des choses, il m'a dit les bons mots, en fait. Il m'a rassurée, je sais pas, il a passé peut-être 1 heure dans ma chambre, assis, à me parler, à avoir un dialogue, et comme si on se connaissait. Si vous Voilà, vous connaissez. OK. complètement. Donc là, Et vraiment, ce besoin. Ouais. ouais, il est sorti de là, j'allais mieux. J'avais l'impression d'être sortie du naufrage, en fait, Génial. OK. complètement. Donc j'étais pas encore, soignée, hein, mais dans ma tête, ça allait beaucoup mieux. Les choses étaient en place. J'étais à nouveau, armée pour continuer. Voilà, grâce à lui. 1 heure de 1 heure de rencontre, de bons mots, de vrais dialogues, C'est ça, j'ai envie de dire de cœur à cœur, quoi. c'est Quel ça, complètement. il y a Et pas je Vous disiez tout à l'heure, en plus c'était un homme, mais à quelque part là, on s'en fiche que ce soit un homme, une femme à partir du moment où ça vient vraiment, du cœur et où il se passe quelque chose, voilà, bah, c'est ça. au fond, Et quoi. je suis persuadée aujourd'hui que ça j'aurais eu la discussion, moi j'en ai eu des discussions, hein, à ce moment-là ou dans la journée avec mon mari ou mes proches, ma famille, ça n'a pas eu le même effet. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, mais avec cette personne, à ce moment-là, ça a eu cet effet-là. Je pense qu'il y a que lui qui a pu, En mesure de ouais, de vous voilà, trouver sur ce terrain-là et puis ouais, OK. c'est ça, complètement. OK. Donc voilà, on est reparti pour attaquer, et puis, donc je suis restée quelques jours où là j'ai, appris, à me réalimenter un peu correctement, à me lever aussi parce que j'avais le kiné qui venait pour me refaire marcher. Alors ça peut paraître, banal, mais de marcher avec, alors, j'avais 2 stomies, hein, j'avais une iléostomie, une colostomie sur le moment. Ça peut être banal, mais de se lever avec ses 2 poches, c'est au départ, c'est vachement lourd, et c'est très bizarre, hein, mais et puis bon, j'avais pas marché depuis quelques jours, enfin, donc voilà, réapprendre à marcher tranquillement, à Mmh. voilà, c'était, réapprendre à vivre, pour que je puisse sortir, rentrer chez moi, être un peu plus autonome. Chose que je n'ai pas fait au niveau de ma stomie parce que je n'ai pas voulu, en entendre parler. Alors bizarrement, je l'acceptais, elle était là, elles étaient là, je les avais voulues, mais je ne voulais pas m'en occuper. D'accord. Donc l'infirmière venait me faire les soins, je ne regardais pas, je ne voulais pas regarder. Une stomathérapeute est passée dans ma chambre, donc pour voir avec moi, le matériel que je voulais, Mmh. le plus adapté. J'ai choisi, mais sans vouloir, vraiment, on va dire, m'y intéresser, quoi. Je voulais pas y toucher, je voulais pas, m'en occuper. Donc on m'avait dit, hein, que j'allais avoir des infirmiers à domicile tous les jours, 2 fois par jour, pour venir me voir et venir me faire les soins. Donc pour moi, j'avais pas besoin de m'en occuper, quoi. Voilà, ça c'était, la fin de la première hospitalisation, Et ensuite, il y en aura eu 2 autres, plus plus que puisque ça? j'ai eu des complications. D'accord, OK, OK. Donc je suis rentrée chez moi. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, qu'est-ce qui fait basculer les choses après ces opérations qui s'enchaînent? Alors là, bon, moi je suis rentrée chez moi, j'ai constaté que la stomie, que je la veuille, ou non, de toute façon elle était là et qu'il fallait bien que je m'en occupe parce que rapidement, j'ai eu des accidents, donc il a fallu que je prenne les choses en main et que je me débrouille toute seule avec ma petite mallette que je transportais partout. Et donc j'ai appris à me faire les soins toute seule, hein, quand la journée l'infirmière n'était pas là. Et puis, j'ai vécu, donc septembre, octobre, novembre, décembre. La 2e opération était prévue pour janvier. Ah, Donc ces quelques mois, j'ai bien vécu. Au contraire, j'ai retrouvé, je mangeais, j'ai marché, j'ai repris la marche. mmh, Mon fils à l'époque, mon dernier qui avait 1 an, un peu plus d'1 an du coup parce que, je me suis opérée, il avait tout juste 1 an. On l'a commencé à lui faire de la randonnée avec nous, des petites randonnées, donc même moi, c'était, comme si je faisais mes premiers pas un peu, ouais, ouais. je remarchais, chose qu'avant je ne pouvais plus faire d'activité physique, c'était plus Ah, possible, hein. Donc la nature, sortir, au restaurant, chose que je ne faisais plus non plus, enfin, j'ai, repris une vie normale. 2e opération du coup en janvier, grosse opération, la plus grosse qui était prévue.
puisque là, on me retirait le petit morceau de côlon qui me restait, qu'on m'avait laissé, plus le rectum et donc on me refermait la colostomie. Donc on m'enlevait une des 2 poches. Donc grosse intervention qui a duré déjà, plus d'heures que prévu, parce que très compliquée. Toujours dans le souci de pas trop m'abîmer, le chirurgien a préféré, prendre plus de temps, plutôt que, d'y aller un peu, comme un boucher quoi, hein, voilà. Donc toujours très bien. 2e opération plus difficile. Là, quand je me suis réveillée, les jours qui ont suivi à l'hôpital, compliqué. J'avais du mal à m'alimenter, je vomissais beaucoup. J'étais pas dans mon assiette, quoi. Et puis je suis sortie de l'hôpital, en disant: «Oui, ça va aller», parce qu'ils voyaient bien quand même que j'étais pas encore très, très, en état de rentrer chez moi. «Mais non, non, ça va aller, je vous promets, je vais bien m'hydrater». Le plus important, c'était ça. Bien m'alimenter, je vais faire tout ce qu'il faut. S'il y a quoi que ce soit, je reviens, quoi et puis je suis rentrée, là et et ça allait pas. De jour en jour, ça se dégradait de nouveau. Et puis j'ai commencé à avoir des douleurs, dans le ventre, des spasmes, en fait, dans le ventre et un infirmier, à domicile, qui était là à ce moment-là, là, donc je lui ai expliqué que ça devenait de plus en plus douloureux et que ça durait de plus en plus longtemps, les spasmes. Bon, lui, il me dit: «Je pense que ça va être la cicatrisation à l'intérieur, on va attendre, on va voir et puis, on va voir, on surveille». Je buvais mal, pas du tout assez. Je voyais que dès que je me levais, en fait, dès que je me levais d j'étais droite debout, j'étais essoufflée, sans avoir Mmh. fait un pas. J'avais des nausées presque à en vomir et c'était, voilà. En plus des douleurs, donc je me suis dit: «Il y a quelque chose qui va pas». J'arrivais plus à m'alimenter, bon. Et puis une nuit, je me suis ré alors j'ai commencé à vomir, le soir même, j'ai commencé à vomir et dans la nuit, je me suis réveillée comme si j'étais mouillée, en fait, comme si je m'étais fait pipi dans la culotte et puis, bon, moi, dans la nuit, je réalise pas trop ce qui se passe donc je vais aux toilettes et je vois que le liquide est pas très clair quand même. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Bon, je retourne me coucher, ça recommence, donc je me relève et tout ça et au bout de quelques fois, je me dis: «Quand même, il y a un problème». Et là, je me dis, comme ça faisait quelques mois que, je n'avais plus mes règles, je me dis: «Je fais une fausse couche, je dois être enceinte, sans le savoir et je dois faire une fausse couche». Donc je réveille mon mari dans la nuit en lui disant: «Je pense que je fais une fausse couche». Puis bon, lui, dormait donc il a pas vraiment pris la chose à cœur, hein, il s'en rappelle même pas. «On verra demain». Bon d'accord, donc je me recouche et ça continue. Je sens que ça coule, en fait, ça coulait de plus en plus fort, je sens que ça coule. Donc je crois qu'il était 3-4 heures du matin, là j'ai appelé le 15. Et puis le 15, de suite, m'a dit: «On arrive en urgence, préparez-vous, on vient vous chercher». Donc je comprends qu'il y a une urgence. Mmh. Ils viennent me récupérer, ils me mènent directement à l'hôpital, où là je me retrouve donc aux urgences, avec, toujours des écoulements, pas possibles, fréquents. Maintenant c'était fréquent, c'était plus de temps en temps, c'était fréquent et donc ils cherchent un petit peu, bon, ils savaient pas trop, et puis en fait on me fait passer scanner, qui dit que j'ai une fistule, vaginale. Donc en fait, le morceau d'intestin, intérieur qui était pour l'instant raccordé à la poche, s'était, collé, à mon vagin, qui fait que tout ce qui devait passer dans la poche passait par mon vagin. Voilà. Donc là, urgence, ils me montent en service, en me disant: «On va vous faire, des nettoyages, antibiotiques, et on va vous réopérer en urgence». Voilà, donc je comprends, il y a alors, moi sur le coup j'ai pas trop, tiqué, je me suis pas trop affolée puis, c'est quand en chambre quelqu'un dit, «Ça frôle la septicémie» que là j'ai entendu le mot septicémie, je me suis dit: «Ah ouais, c'est pas rien». Donc voilà, on me fait, lavement, antibiotiques jusqu'au lendemain et le lendemain du coup on me redescend en bloc, en urgence pour me faire réopérer. Donc là, psychologiquement, moralement, c'était hyper compliqué. J'étais effondrée parce que je me dis: «En fait, je devais terminer mes opérations, très peu de temps après et là, ça repousse encore parce que, du coup, il faut me réopérer, faut cicatriser avant de refaire la dernière opération». Enfin, ça décalait tout au niveau, de moi, hein, de mon quotidien, mais aussi de mon travail, En train de vous projeter sur ces 3 opérations, c'est sur le ça, fait qu'à un moment donné, vous arriviez, ouais, à c'est ça. Donc je me dis: «Ça va être encore plus long, quoi».
Donc voilà, j'ai pas le choix de toute façon, hein, voilà. Donc je passe par là et puis une fois que je remonte de cette opération, maintenant c'était fait, ça y est, ça allait mieux. On reprend le parcours, ça y est, c'est fait. Donc je ça c'était en février, donc là je vis, à peu près normalement, hein, sous surveillance, mais tout va bien. J'ai fait un petit épisode, de déshydratation. Donc j'ai fait un petit séjour, à l'hôpital. On a dû, me réhydrater, je perdais, mon potassium également qui est, assez important pour le cœur, quoi, c'est dangereux. Donc on me remet un peu à flot, hein, bon moi je prenais ça comme, bon voilà. C'est ma mère quand même qui m'a portée, pratiquement jusqu'à l'hôpital parce que je voulais pas y aller, que j'arrivais plus à me lever du canapé, mais elle m'a forcée, elle m'a portée jusqu'à l'hôpital où je suis arrivée dans l'ascenseur, je me suis écroulée par terre parce que j'avais plus aucune force. Mais bon, voilà, ça s'est fait et je continue quoi, jusqu'à la dernière, du coup, intervention, alors après il y a eu, une coloscopie pour vérifier bien sûr, cicatrisation et là on arrive au mois de mai, à la dernière échéance, et là je devais rentrer à J0 le jour même en fait, Matin? hem, le matin même, c'est ça. Donc on m'installe dans une salle, d'attente, préopératoire avec des fauteuils hyper, classe, il y avait, un petit massage, tout ça, c'est super sympa. Alors je suis partie le matin, j'ai déposé, mon fils, mes 2 enfants à ma grand-mère chez qui j'avais dormi puisqu'elle habitait à proximité de l'hôpital. Donc j'avais même pas dormi chez moi, hein. J'étais toute contente, hein, très heureuse, personne j'avais dit: «Oh, c'est pas la peine de m'accompagner, j'y vais toute seule, c'est à côté, tout va bien», voilà. Je laisse mes enfants, je m'en vais, j'arrive là-bas, donc je me mets en salle d'attente, tout va bien et là on vient me chercher pour me dire: «Allez, c'est parti». Je monte sur le brancard et là, crise de panique. Sans que je comprenne pourquoi, d'un coup, une crise de panique, tétanisée. Je leur dis: «Stop, stop, stop, il faut que je m'assoie», donc je m'assois sur le brancard. Ça va pas, ça va pas. Je commence à me mettre à trembler, à pleurer, enfin voilà, une grosse crise de panique. Ils m'ont menée jusqu'au bloc, et là, quelqu'un est venu me voir, une infirmière, je pense. Alors, faut savoir que le personnel, du bloc, je le connaissais très bien, hein, parce qu'à force, ils me connaissaient et on avait eu, on s'était fait des petites blagues entre nous. Il m'avait même donné un surnom, hein, comme j'en parle dans mon livre, on m'appelait le Coca Citron. Parce qu'à chaque D'accord, fois que j'allais au bloc, il fallait que je sois alors j'avais la faim ça m'embêtait pas trop, mais la soif, énorme. d'accord. J'avais envie à chaque fois d'un Coca Citron, donc il m'avait surnommée comme ça. Et citron, d'accord. Voilà, donc je les connaissais hyper bien. Donc une infirmière vient me voir et me dit, enfin me parle, hein, en me disant: «Ça va aller, on va se calmer». Donc j'arrive à me calmer, à remettre un peu les idées en place. Elle a attendu, sagement que je me calme pour me faire la prise de sang, enfin pour me piquer, et voilà, après donc je me suis rallongée et c'est parti. Je suis rentrée dans le bloc souriante: «Allez, c'est parti, on y va, on m'endort» et puis voilà, c'était la dernière. Et donc je me réveille quelques heures après. Alors ce qui a été bizarre en plus, c'est important de le préciser, c'est que quand, donc j'ai eu cette crise de panique, je me suis dit: «Je veux pas qu'on m'enlève la stomie». Je voulais plus qu'on me l'enlève parce que pour moi l'enlever, ça revenait à retomber malade et je me suis dit: «Ça va revenir, tout va revenir». Ah, un lien avec ça. Ouais, d'accord. Complètement et je voulais plus. Je voulais plus qu'on m'enlève, je voulais rester comme ça et donc quand je me réveille, plus de stomie. Alors j'avais quand même, dans les tuyaux, j'avais ce qu'on appelle ça, une espèce une lame, ça s'appelle une lame en fait. Une espèce de lame, dans la plaie pour, heu, pour nettoyer en fait, pour pas que ça s'infecte et cetera et pour laisser, de la place pour nettoyer en fait, pour qu'on puisse, désinfecter. Alors quand je me suis réveillée, moi j'étais vraiment dans les choux, ouais, donc je me suis même pas réveillée complètement, j'ai passé la nuit, sans me réveiller, sur, le ventre, en dormant sur le ventre alors que je devais pas. Donc j'ai ressaigné, enfin voilà, tout un tas de choses. Mais quand le lendemain je me suis réveillée et que j'ai pris conscience, bon, j'ai vu que j'avais plus de poche déjà. Mais cette lame-là, je sais pas si c'est un lien avec l'atomy ou pas, mais je l'acceptais pas et vraiment j'ai fait un rejet quoi. Je voulais pas qu'on me touche, j'avais peur qu'on me touche. Et puis il fallait bien qu'on me passe les soins. Mais bon, c'était un calvaire. À chaque fois, avec tout ce que j'avais vécu, à chaque fois qu'il fallait qu'on me touche pour me désinfecter, c'était des pleurs, j'ai des crises de panique, enfin
Mmh. Je pense que Sortie, c'est un ouais, et on ouais, a ouais. c'était suite à je pense à tout ce que j'avais vécu, hein, qui ressortait là. Ça y est, c'était la fin, il fallait que tout sorte Mmh. et puis, on a fini par y arriver, hein. On me l'a enlevé, on m'a nettoyé, et le jour de ma sortie, bah, très compliqué aussi. J'avais peur, j'étais pas bien non plus. J'avais pas envie d'en parler, j'étais pas bien, j'étais pas heureuse comme je l'étais en rentrant, en fait. Je pense qu'il fallait que je laisse les choses, arriver. Je dis dans mon livre que j'ai, vécu tout ça, comme un robot, en fait. J'ai fait De ce qu'on m'a façon dit de faire. de façon dissociée, un peu comme C'est Cécile. ça, c'est Bah, ça ouais. et ça l'est toujours un peu parce qu'aujourd'hui je me dis, j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai vécu tout ça, en fait. À quel moment vous décidez d'écrire? On va passer sur Alors, ça a été quand même longtemps après, ça a été 4 ans après, hein. combien Parce d'années après? 4 ans. Ou après? Quel a été le déclencheur? Alors une amie, une collègue de boulot, une ancienne collègue de boulot qui, était patiente expert, elle me disait depuis quelque temps, depuis quelques années, hein: «Il faudrait que tu fasses la formation, le certificat universitaire de patient expert pour raconter ton histoire et pour, sensibiliser les gens et leur dire ce que tu as vécu», enfin tout ça. Moi je voulais pas en entendre parler, hein, jusque-là, moi, je voulais pas en reparler, c'était fait. Bon, j'ai encore des suites donc je me surveille parce que j'ai encore un peu des voilà, des par rapport à tout ce que j'ai eu, hein, j'ai plus de côlon donc forcément, beh, j'ai des choses à surveiller. Voilà, hein, mais je voulais plus en entendre parler. C'était derrière, et puis une année, donc l'année dernière 2023, ma maman est partie à la retraite Ouais. et jusque-là, je galérais un peu pour les enfants, tout ça et là, elle est partie à la retraite et ma collègue m'a contactée, en même temps. Elle me dit: «Bah, la formation va avoir lieu, les inscriptions vont avoir lieu. Faudrait que tu le fasses». Et là, j'étais, au niveau de ma vie, j'étais stable, hein. J'avais changé de travail, en plus je m'étais rapprochée de mon domicile. Les petits avaient grandi, donc c'était ma vie, était stabilisée, quoi. Et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» C'est Si une j'ai besoin formation qui devait se dérouler sur combien de temps? 6 mois 6 mois, d'accord, et donc à Marseille, à l'hôpital à Marseille. à la faculté de médecine, en fait, juste à côté de l'hôpital, de Batignolles où je travaille D'accord. et donc je me suis dit: «Bon, bah, allez, je vais tenter». Et puis c'était en plus, c'était rapide puisqu'elle m'a dit ça, l'inscription a terminé, peu de temps après, on s'est dit: «Bon, bah, allez, on va le faire». Alors tout fait dans la précipitation, lettre de motivation, le dossier, enfin bon. J'ai été voir ma cadre, j'en ai parlé, elle me dit: «Oui, bon, pourquoi pas», enfin bon. Et puis je me suis engagée dans ce truc sans trop savoir où ça allait me mener en fait, hein. Et donc j'ai commencé la formation et L'intitulé de la formation, vous pouvez donner l'intitulé exact? patiente expert en éducation thérapeutique. C'est ça, ouais, d'accord. OK. Voilà. Et donc j'ai rencontré donc plein de gens qui, faisaient la formation avec moi, qui avaient, beaucoup de pathologies, aucune qui avait la mienne d'ailleurs et plein de parcours et de différents, hein, de personnes différentes, plein de choses enrichissantes Mmh mh. et on avait des cours un peu plus, personnels où là on parlait vraiment de nous, on parlait vraiment de ce qu'on avait vécu Ouais. et et j'étais, la seule, il me semble, à faire cette formation en ayant la pathologie derrière, en fait. En Les étant guérie et avoir du recul sur ça. sont encore en train de se battre. Oui, la voilà, c'est ça, la plupart du temps, les patients sont encore, et moi, ça y est, c'était pour moi, c'était fini et on me disait: «Tu parles de tout ça comme si, bah, ça s'est passé, c'était rien, en fait» et en faisant c'est cette formation qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, elle m'a aidée à faire mon deuil un peu de toutes ces années-là. D'en parler, en fait, ça a déclenché quelque chose. Je me suis dit: «Ça y est, en fait, je comprends que là, maintenant, c'est derrière». J'ai eu une période, au début, avant la formation et au début où, je faisais un peu, je retombais dans tout ça, j'y repensais beaucoup, j'étais hyper mal, j'avais besoin de voilà, de tomber un peu, en fait, hein, Mmh. d'accuser le coup et là, je me suis dit: «Ah beh, d'en parler tout ça, ça y est, je mets tout ça derrière». Le fait d'avoir aussi des gens qui ont vécu, même si chaque histoire est différente, mais quand même, on est probablement sur, des étapes un peu similaires, avec des peurs similaires et cetera. Quelque part, ça C'est vous ça, exactement et c'est ce qui est beaucoup ressorti, c'est que même quand on n'a pas la même pathologie, mmh, beaucoup quand même de parcours mmh, sont ressemble. similaires, hein. Ouais, bien sûr, c'est Ouais. ça
Donc et puis je me suis dit, et j'en ai une dans le groupe, une collègue du coup qui a écrit un livre, elle a fait un parcours, elle marche elle pour, sa pathologie, elle fait de la marche. Elle D'accord. voyage beaucoup et donc je me suis dit: «Bah tiens, ça serait pas mal de faire un livre, où juste chronologiquement j'explique Mmh. ce qui m'est arrivé, comment ça s'est passé, où j'en Est-ce suis aujourd'hui». est-ce que vous vous souvenez à quel moment il y a eu cette idée? Ce serait pas mal de faire un livre, à quel moment, Alors en fait, j'y avais pensé quelque temps, au début quand elle a parlé de son livre, je me suis dit: «Ah tiens, c'est pas mal, c'est bien». Mais j'avais commencé à faire un peu des ébauches, de Mmh. temps en temps à écrire sur l'ordinateur et j'effaçais, après genre: «Ça sert à rien, déjà c'est long» et Toute puis seule, bah vous écriviez toute seule? Et oui, de temps en temps, je faisais quelques trucs, je me suis dit: «Allez, on va essayer» et puis après: «Ah ça sert à rien, personne va le lire et puis ça intéresse personne et puis c'est trop long» et puis voilà, plein de choses et à chaque fois je supprimais, allez, je supprime, je supprime. d'accord. Jusque là, un jour, où je me suis dit: «Allez, je vais le faire, je vais essayer» et donc je me suis posée sans alors j'en ai parlé au départ à personne, mais au départ même mon mari, n'y était pas au courant, n'en était D'accord. pas au courant, il savait pas. Je me mettais sur l'ordinateur et j'écrivais chronologiquement jusqu'au moment où un jour quand même, il me voit écrire, il me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» et donc je lui dis: «Bah j'écris un peu, je vais essayer d'écrire, un petit truc». Un livre, j'en sais pas, mais je sais pas ce que ça va donner. J'avais même pas l'ambition d'en faire un livre, hein, vraiment, hein. J'avais Voilà. Mmh. même pas été jusque-là, hein. Donc je l'ai fait sans me dire: «Ça va aller quelque part», j'en sais rien, on verra. Donc je l'ai fait, j'ai écrit et arrivé presque à la fin, je me suis dit: «Bah, on va essayer, tant qu'à faire, tu es arrivé là, on va essayer de contacter des maisons», D'accord. Combien de temps vous avez mis pour écrire? Alors ça a commencé, je dirais, en mai, mmh, Ouais. vers ouais, avril-mai par là et juin, j'ai commencé à envoyer des mails. Donc D'accord, non donc très rapidement. ouais, alors j'avais fait les premiers jets, j'avais pas encore corrigé, je repassais dedans, mais c'était pas encore finalisé, hein et je me suis dit: «Bon, pendant ce temps, on va envoyer des mails, comme ça, à la volée» et puis, je regarde un petit peu, donc je commence à m'intéresser au monde de l'édition que je connais pas du tout. Donc je vois un peu tous les contrats différents et puis je me dis, bah, celle-là elle correspond, celle-là il y en avait 2 en fait qui correspondaient. Hem, Comment s'est passé le processus d'écriture pour vous? alors bien, en fait rapidement, Rapidement, bah oui, ouais, 3 mois, hein, c'est ça? c'est ça. Alors, quand Mmh. j'étais plus jeune, j'écrivais pas mal de petites choses comme ça. À l'époque, on avait les blogs, moi quand j'étais adolescente, on avait les blogs, donc j'écrivais déjà beaucoup. J'aimais D'accord. bien ça. L'écriture faisait déjà partie de votre vie, à Ouais, quelque c'est ça, j'aimais bien, voilà, écrire, mettre des légendes, voilà, des légendes sur les photos, tout ça, donc j'avais déjà fait ça. Donc c'est allé très vite et puis c'était un sujet que je connais, hein, la chronologie pareil. Donc au départ, j'ai écrit mais d'un jet, j'ai tout écrit. Alors, dans des avec mes idées, elles fusaient, j'écrivais comme, ça venait, français, pas français, j'écrivais comme ça. Et après, je revenais dessus et là, je reformulais mes idées, je remettais les choses en place, ça, je l'ai fait plusieurs fois, je suis repassée dessus. Mmh. Comment qu'est-ce que ça a fait le fait de revenir dessus et cetera? Est-ce qu'à quelque part, vous êtes rendu compte, que du coup, là aussi, quelque chose était en train de se passer encore, sur un plan sur un plan de la guérison, de la résilience ou pas? Alors, quand j'ai écrit complètement, j'ai écrit ce qui s'est passé, Ouais, simplement, sans réfléchir, sans trop j'ai écrit simplement ce qui s'est passé, un fait, en fait. Et c'est quand je suis arrivée à une période un peu compliquée, de la maladie où vraiment, j'ai eu des idées, noires, à ce moment-là. Là, j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai fait stop, je reprendrai, demain, plus tard, je sais plus combien j'ai 2 jours, j'ai arrêté, mais là, j'ai besoin d'arrêter. D'accepter ce moment-là de la maladie, un peu le moment où j'ai un peu abandonné. d'accord. Ça a été dur de l'accepter, en fait. Vous avez baissé les bras, d'accord, OK, Voilà, surtout que c'était un moment difficile de ma vie que, personne connaissait à part mon mari. d'accord. Même ma mère ne le savait pas. Donc il y a je me suis dit: «OK, tu vas écrire, ce qui s'est passé, des choses qui sont au courant», puisqu'il était là, mais il y a des choses dedans que personne n'est au courant. Donc à quelque part, vous libériez votre parole également.
c'est ça et je me suis dit: «Ça va faire, est-ce que je me suis dit: «Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es OK avec le fait que tu vas, tu vas dire des choses qui vont faire du mal, qui vont choquer les proches parce qu'ils s'attendaient pas à ça et qu'ils savent pas que tu as vécu ça, enfin, est-ce que tu es d'accord avec ça?» Bon, ben, voilà, hein, j'ai réfléchi à ça, en fait et quand j'ai écrit ce moment-là précis de ma vie, ça a été compliqué, celui-là. Qu'est-ce Dire: qui, «Ouais». qu'est-ce qui, du coup, par contre, vous a fait quand même bah, le traverser et du coup l'écrire et puis le partager? Qu'est-ce qui était à l'œuvre pour vous et qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Bah, il faut le faire parce que, c'est trop important, en premier lieu, c'est important pour les autres, pour les patients qui vivent ça actuellement, qui se sentent, seuls parce que c'est une maladie où on s'isole beaucoup. Donc, ce que, Heu, ce que je comprends aussi hein, à travers votre parcours, c'est que l'idée d'écrire le livre était bon, pour vous aussi, parce que c'était important sur un plan chronologique de revenir sur votre histoire, mais surtout aussi de la partager. Et puis, à quelque c'est part, ça, c'est ça. En premier, c'était vraiment un message, de solidarité, de soutien envers les patients qui vivent ça. C'était plus pour eux, pas forcément pour moi. oui, En premier, c'est vraiment pour eux parce que je me suis dit: «C'est trop important en fait d'en être arrivée là où je suis aujourd'hui, où je suis bien, où je suis heureuse». J'ai pris cette décision difficile, mais pour aujourd'hui en être là et de pas le dire aux gens qui aujourd'hui savent plus, comment faire, qui sont désespérés, en fait, c'est trop important. Donc il faut que je le fasse. Donc en premier, c'était pour ça. Pour eux, pour leur entourage aussi, parce qu'ils vivent des choses sans bah, pour eux, c'est compliqué aussi, donc sans pour autant savoir comment agir, mmh comment comprendre les choses et puis je me suis dit: «Ben, voilà, donc tes proches à toi vont comprendre, vont voir certaines choses de toi qu'ils n'ont pas forcément vues» et je me suis dit: «Est-ce que j'en suis capable ou pas?» et je me suis dit: «Oui, de toute façon, pour moi aussi, ça peut être un bénéfice de dire» genre, je suis pas quelqu'un qui s'est plaint. Je suis pas quelqu'un qui, parlait, alors on me disait des fois, enfin comme tout le monde: «Ça va? Comment tu vas?» «Oui, ça va», toujours: «Ça va, ça va, ça va». Il y a des moments où, je m'effondrais, mais le plus souvent c'était: «Oui, ça va», alors que non, des fois ça n'allait pas et là, c'est le moment un peu de dire: «Bah, en fait, Si de vous autoriser à quelque part à écrire ces moments-là que vous avez, masqués et que vous avez cachés ouais, derrière. Ouais, voilà», pour dire: «Bah, ouais, en effet, non, des fois ça n'allait pas et regardez ce que j'ai vécu, c'est peut-être pour ça aussi que parfois vous compreniez pas tout, en fait». ils ont pas fait partie de votre vie, quoi. Ouais, Mmh. d'accord, OK. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui, passe par la maladie et qui, à un moment donné, ressent l'envie d'écrire? Alors je pense qu'il faut vraiment le faire Ouais. parce que c'est une thérapie. Alors je pense que déjà, même les psychologues, psychiatres, tout ça, ils disent que l'écriture déjà c'est une thérapeutique, hein, donc ça fait beaucoup de bien. Ça met des mots sur ce qu'on vit et ce qu'on ressent et je pense que et mettre des mots, ça a une autre dimension que de le penser Les mots, on dit souvent mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, hein. aussi. Forcément, à quelque part, ouais, ça a une Exactement. Ça super. aide beaucoup. Même si on pense, on vit, ce qu'on vit, Mmh. mais l'écrire, ça, je sais pas, c'est comme si on acceptait donc il faut vraiment le faire. L'acceptation L'accepter. pour vous. Ouais, d'accord. Ouais, c'est l'accepter. Moi, c'était vraiment l'accepter. J'ai accepté j'ai vécu tout ça, OK, je l'accepte et maintenant c'est mon point final. Je Passer le à autre dis voilà, c'est ça, c'était mon point final. d'ailleurs, le titre, du livre, c'est un choix que vous faites, hein? Exact, exact. Ce Loin jour-là, même dans le titre, «Je choisis la vie», quoi. Mmh. c'est ça, c'est Ouais. ça. Donc c'était vraiment, et je pense qu'il faut vraiment le faire, hem et puis l'écrire comme on le pense, comme on le sent, essayer d'enjoliver les choses ou au contraire de l'atténuer, vraiment l'écrire comme on le sent, comme Oui. ça sort. C'est ce que je notais là, dans l'article là qu'on peut trouver. Je mettrai le lien également, sous le podcast, mettez: «Je pense que c'est de mon devoir, de celui de tous les patients et des soignants de parler de tous ces sujets sensibles». Donc si l'astomie n'était plus un tabou, les patients seraient moins gênés d'en parler, ne se sentiraient plus honteux et isolés. Donc il y a cet isolement, hein, cette honte Mmh, qui est là, que moi je connais bien aussi par rapport à une autre histoire, bien sûr. On en a parlé, bien sûr. ensemble déjà, donc il faut en parler, briser le silence, que ce soit un sujet facile, à aborder. Il y a des campagnes à faire en ce sens, donc voilà, je trouve ça vraiment, admirable et vraiment super courageux également ce que vous avez fait. Quand vous regardez en arrière aujourd'hui sur, 10 ans quasiment ont passé, hein, ouais, quasi ouais, Mmh, 10 ans. mmh.
Qu'est-ce que vous vous dites, d'Élodie qui a passé ces 10 ans, voilà, à traverser donc ces différentes étapes, à finalement aussi écrire un livre, à le publier? Quels sont les mots qui vous viennent pour penser à elle? Alors déjà, je me dis, bah, je suis quand même un peu fière de moi, quand même, Ouais, ouais, un petit peu d'accord, parce ouais, que, de ce qui a failli, bah, me détruire, j'en ai fait une force aujourd'hui. exactement, ouais, Je suis fière de la décision que j'ai prise à ce moment-là de me dire, «Ben, allez, je me fais opérer et on verra bien» et parce que ça a été une étape compliquée parce qu'en plus, mon mari m'a suivie, mmh, mais par exemple ma maman, elle, au départ, elle acceptait pas, elle ne voulait pas donc et là, j'ai imposé mon choix en disant: «Que tu me suives ou que tu me suives pas, je le ferai de toute façon». à un moment donné, vous avez pris Voilà, votre vie en main, la c'est responsabilité. ça et je suis fière de l'avoir fait, de m'être écoutée, d'avoir pris ce risque parce qu'aujourd'hui, ça me permet, d'être, là où je suis. Mmh, Et le livre et ben, je pensais pas que ça marcherait en plus déjà de base que je puisse le publier, mmh, que, que ça fait écho aujourd'hui. Alors dans mon activité de patient expert, mmh, ça fait écho, on en parle, bien sûr. hem et en plus, enfin l'éducation thérapeutique, moi je n'y ai jamais participé, avant en étant patiente et quand j'arrive à avoir des patients, et qui viennent déjà, qui arrivent à en parler et qui, écoutent et qui voient que j'ai vécu la même chose, ça leur fait tellement, de bien. Je me dis: «C'est important» et je voilà, je suis fière de pouvoir les aider, leur Sentir dire au avoir moins réussi, ouais, d'avoir fait ça, votre part et d'avoir réussi, à contribuer, voilà, à c'est faire avancer. ça et de mettre ma part, pour eux, de dire avec bon, ben, juste avec ce que j'ai vécu en fait, ben, je peux aider, dire, «Bah, je suis là, regarde, tu es pas toute seule en fait, moi j'ai vécu la même chose et regarde, aujourd'hui j'en suis là» donc il y a une finalité à tout ça. Une sacrée, ouais, sacrée résilience et puis, une façon aussi, probablement d'être un modèle pour, certaines personnes qui, sont encore dans des moments plus difficiles. C'est ça. On va terminer par cette dernière, question. Si aujourd'hui vous deviez, vous avez écrit, ce livre-là, si vous deviez, imaginez que vous écriviez un deuxième livre qui devienne un best-seller et qu'il y ait des campagnes de pub un peu comme on peut en voir parfois dans les stations de métro, vous savez, sur, voilà, Ouais. affichage. Quel serait le titre ou qu'est-ce qui serait écrit sur ce livre-là? Si, qu'est-ce qui vous vient? La vie d'après, La vie d'après, tout ce d'accord, que j'ai envie de faire, il me OK, faudrait 1000 vies OK. pour pouvoir les faire. Donc la vie d'après. Et donc un livre qui serait encore, du coup à écrire? Cette vie Ouais, toutes les d'après. activités, toutes les aventures que Et j'aimerais faire. génial. Bon, très Parce bien. qu'avec ce livre, beaucoup de projets ont émergé sur J'imagine. pas mal de choses, à côté. L'écriture aussi à continuer à ouvrir des portes, à Ouais, vraiment, ouais, ouais, ouais. à vous remettre sur les rails et puis, je vois bien, ouais, il y a eu toute cette période difficile, le livre et puis, très rapidement et puis à ce moment-là, quelque chose qui s'ouvre, quoi. Ouais, c'est ça et je me dis presque, bah, la maladie, quand même finalement, si elle avait pas été là, j'aurais pas pu vivre tout ça, en fait. Vous n'auriez pas fait tout ça. Génial. Voilà. Élodie, je vous remercie beaucoup pour, ce partage aujourd'hui, pour cet échange. Et puis, je vous souhaite vraiment, plein de bonnes choses et plein de bonheur encore pour cette vie d'après. Heu et je suis sûre que, elle va continuer à fleurir et que vous allez pouvoir continuer également voilà, à faire fructifier tout ce que vous avez appris, pendant ces années-là. Qui souvent effectivement, c'est dans les années souvent les plus sombres et les plus difficiles, hein, qu'on va aussi chercher, des ressources et qu'on se rend compte qu'on a des ressources, insoupçonnées. Alors parfois, comme cet infirmier ce soir-là, parfois il y a aussi comme ça des gens qui sont placés, pour moi c'était des livres aussi parfois qui ont été placés sur mon chemin pour, pouvoir continuer à avancer. Mais, voilà, l'important c'est, garder ce mouvement-là et puis de voir que l'écriture aussi, pour vous, comme ça l'a été aussi pour moi, peut être vraiment une source aussi voilà, de résilience et de passage à quelque chose d'autre, à cette vie d'après, en fait. Voilà. Eh bien, Merci, merci à vous merci beaucoup pour cette Hélène. invitation. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.